Bien, mais nous allons commencer. Alors, nous n'avons aujourd'hui qu'un seul orateur, et je vais remplacer la personne initialement prévue. Vous savez qu'il y a actuellement un mouvement de protestation, un mouvement de lutte contre les projets de réforme des retraites d'une part, mais aussi à l'intérieur du monde de la recherche contre... Alors, ce n'est pas encore un projet, il y a des rapports préalables, il y a des bruits qui circulent, on ne sait pas trop, mais enfin, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est en cours des discussions et qui inquiète beaucoup les chercheurs. Bon, c'est compliqué, le dossier est compliqué. Il y a des propos assez radicaux parfois. La ministre de la Recherche, qui est une ancienne présidente de l'université, est accusée de vouloir détruire l'université. Ça me paraît un peu excessif, mais il y a de très réels motifs d'inquiétude de la part des chercheurs à cause des statuts, des types de contrats qui vont être dévolus, et puis de la question très difficile de savoir comment répartir le budget de la recherche entre les appels à projets, la recherche par projet, et le fonctionnement ordinaire des laboratoires. Et ça n'est pas un sujet facile. L'Institut des migrations que je dirige est lui-même issu d'un appel à projet, donc je ne suis pas contre la recherche par projet. Il me semble que des agences très bien conçues peuvent tout à fait financer de la bonne recherche par projet, que la concurrence est nécessaire entre les chercheurs, mais jusqu'à un certain point. Et voilà, où placer le curseur entre le fonctionnement ordinaire des laboratoires, qui est vraiment dans une situation très médiocre en ce moment, et le financement par projet. Voilà un peu l'objet des discussions, des débats en cours. Et Amélie Grisol, qui était initialement prévue donc, pour faire la seconde intervention, est très engagée dans cette lutte et m'a dit qu'elle n'avait vraiment pas le temps de faire cet exposé. C'est dommage parce que, bien, c'est une chercheuse tout à fait de qualité qui nous aurait dit des choses intéressantes. Mais c'est une position que je comprends parfaitement. Frédéric Fogel, je pense, est engagé, elle aussi, dans la lutte actuelle, mais a néanmoins accepté, je dirais un peu par amitié, de présenter, de faire un exposé. Je vous la présente très simplement. Elle est anthropologue. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle appartient à l'un des 3-4 grands laboratoires d'anthropologie en France, qui est le laboratoire de Nanterre, le LESC. Et elle a commencé sa carrière en Haute-Égypte, a travaillé notamment sur les effets de la construction du barrage Nasser sur le Nil, qui aboutit au déplacement de populations entières. Mais elle a vécu à Paris et elle a découvert, peut-être qu'elle nous en dira un mot, la question de l'admission au séjour de la part des immigrés, la question des sans-papiers. Et elle s'est évidemment interrogée sur un sujet qui est totalement dans l'orbite de l'anthropologie, qui est la question de la parenté. L'anthropologie, c'est une discipline très vaste qui peut aborder bien des sujets. Il y a maintenant l'anthropologie des règles, il y a l'anthropologie des pratiques, il y a l'anthropologie cognitive, il y a l'anthropologie des groupes. L'anthropologie est une discipline très vaste qui peut s'appliquer de façon tout à fait indifférente à des sociétés lointaines ou exotiques, comme c'était la tradition, mais aussi à nos propres sociétés, à la façon dont nous réglons notamment la question du rapport entre avec l'autre, avec l'étranger. C'est un des grands objets de l'anthropologie, mais aussi la façon dont les personnes vivent le rapport avec les règles, avec les documents officiels, les papiers, etc. On a l'affrontement de deux systèmes, de deux visions de la parenté telle qu'elle est vue par l'État français, les liens familiaux qui doivent être exclusifs avec la France si vous voulez obtenir une admission au séjour, et puis l'entretien des liens de parenté qui peut traverser les frontières. Bon, je ne veux pas déflorer son sujet, elle va nous en parler. Et elle est l'auteur, alors je pense qu'elle a dû mettre ça modestement à la fin de sa présentation, mais je vais peut-être y aller. Si, j'y tiens beaucoup. Alors là, ça c'est moi. Non, je ne montre pas tout. Je ne fais pas. Ah, j'ai raté le... Ah tiens, il se cache. Bon, en tout cas,
Elle est l'auteur d'un livre magnifique, d'un livre qui m'a frappé, qui m'a vraiment... je vais revenir en tête, excusez-moi. Voilà. Elle est l'auteur d'un livre très important, je crois, qui s'appelle « Parenté sans papier », donc le même titre que l'exposé, et qui est une très belle démonstration de la façon dont l'observation suivie des familles, des personnes, pendant des années et des années, ce qui est le propre de la méthode anthropologique, permet de voir dans quelle mesure toutes les mesures, dans quelle mesure les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent le droit des étrangers, eh bien, se traduisent dans la vie quotidienne pour les intéressés. Comment ils les vivent, quels sont les étrangers sont pas simplement des victimes, sont aussi des stratèges, hein, il y a toujours cette double face, ce sont des acteurs, et comment ils s'y prennent. Et voilà. Et donc, pour moi, ça a été une révélation, ce livre, parce que ça m'a permis, au-delà des expériences personnelles que j'avais, le contact avec les immigrés, ça m'a permis de voir le lien plus direct qu'il peut y avoir entre la vision étatique, la vision d'en haut, les débats qui se déroulent au Parlement, par exemple, et puis le vécu des familles. Et donc, dans ce livre, il y a une mise en correspondance tout à fait inédite entre, eh bien, finalement, chaque article de loi ou chaque paragraphe d'un décret et le retentissement sur la vie quotidienne et sur les choix de vie, finalement, des intéressés. Et ça, c'est une connexion tout à fait étrange. Donc, vous allez avoir un exposé un peu particulier, parce que c'est l'exposé d'une anthropologue, mais qui va afficher des textes de loi ou des textes réglementaires. Hein. Donc, ce n'est pas habituel dans un exposé d'anthropologie, mais pour moi, ça fait totalement sens, et pour vous aussi, j'espère. Alors, son exposé sera peut-être un peu plus long que d'habitude, et moi, je vais combler la suite en faisant moi-même un exposé qui va rapidement vous dire où en est la politique migratoire, comment je vois l'évolution actuelle de la politique migratoire, et je vais présenter aussi les derniers chiffres qui ont été publiés en janvier par le ministère de l'Intérieur, derniers chiffres sur les titres de séjour accordés, ainsi qu'un commentaire, si j'ai le temps, sur le rapport qui a été publié le 21 janvier par le Collège des praticiens, c'est ainsi qu'ils se sont auto-désignés, où il est question assez peu finalement de la famille, et plus des autres motifs de séjour, et ce sera intéressant de se demander d'ailleurs pourquoi. Frédéric, à toi la parole. Bonjour, merci à François Héran de m'avoir invité. Merci à Laura Audasso qui organise les séances et merci à vous d'être venus. Dans son introduction, François parlait effectivement de la mobilisation actuelle. Donc je n'ai pas grand-chose à ajouter à sa manière de présenter et d'interpréter les choses. Sinon qu'effectivement, on est dans une période difficile. Et que, bon, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a pas énormément de dialogue avec les instances, les autorités, etc. Donc, je suis effectivement mobilisée et je suis là. Donc, François présentait mon livre « Parenté sans papier », pour lequel il m'a fait l'amitié d'une préface énergique. Et c'est en revisitant cette recherche que je vais tenter de contribuer à la réflexion du séminaire sur l'intégration, sans discuter directement le concept, mais en le mettant en situation. C'est-à-dire que je me base sur des données empiriques issues des observations ethnographiques que j'ai menées pendant plus de 10 ans sur la parenté des sans-papiers au cours des procédures de régularisation. Donc le premier terrain de cette enquête, c'est la permanence du réseau Éducation sans frontières de mon arrondissement. Et le terrain dont je parlerai aujourd'hui se situe dans les locaux de la préfecture de police de Paris. C'est le service des étrangers, appellation commune de la SDAE, sous direction de l'administration des étrangers, au sein de la direction de la police générale, ce qui est particulier à Paris.
Les acteurs et les actrices de ces procédures sont des sans-papiers, des personnes étrangères en situation administrative irrégulière et des employés de l'administration préfectorale, mais aussi d'autres intervenants, intervenantes dans une commission du titre de séjour. Et les actions que je vais vous présenter, ce sont des interactions entre ces participants, ces participantes, qui montrent comment la loi et la réglementation régissent la vie des personnes étrangères, comment les textes et les pratiques s'organisent, comment les représentations des sans-papiers et celles des gestionnaires de leur statut administratif se font face, s'opposent, s'accordent, souvent dans le paradoxe. En retenant pour tout ou partie la notion d'intégration, il est donc ici question du vécu de l'intégration à travers la démarche de régularisation. Donc la question pourrait être, serait-il possible de considérer la demande de titre de séjour, sa préparation, son dépôt, comme une étape de l'intégration de personnes étrangères à la société française? D'un aspect tout du moins, car je ne discuterai pas ici d'intégration professionnelle, par exemple, autre procédure, autre parcours. Je parlerai de normes ou de modèles familial et de parenté, c'est-à-dire, en anthropologie, des relations entre personnes proches par la filiation, parents et enfants, ou par la conjugalité. Pourquoi la parenté? Parce que c'est l'argument sur lequel ces sans-papiers-là, le corpus de ma recherche, ces sans-papiers-là fondent leur demande de régularisation. Et je commencerai par 2 situations observées à la commission du titre de séjour, qui se réunit régulièrement à la préfecture de police de Paris pour entendre certains demandeurs et donner un avis consultatif. La commission est composée d'un représentant du préfet, d'un élu d'arrondissement et de 2 personnalités qualifiées désignées par le préfet de police. Première situation, Fabienne, elle est malienne, elle demande un titre vie privée et familiale. Elle vit avec Marc, qui est étranger en situation régulière, et elle l'a épousé selon le rite musulman, ce qui figure dans son dossier. Et dans sa présentation préliminaire, la représentante du préfet exprime un doute sur la réalité de l'union. Un autre membre de la commission déclare, je cite, « Un mariage à la mosquée, ce n'est pas un mariage. Quand on vit en France, on adopte les coutumes. On ne vit pas ensemble comme ça. On se marie à la mairie. » Échange de regards consternés entre plusieurs participants. Fabienne partage l'avis énoncé, mais elle était certaine jusque-là qu'une sans-papier n'avait pas le droit de se marier à la mairie. Un autre membre de la commission tente d'atténuer la gêne en faisant observer que, je cite, « Maintenant, en France, le mariage n'est plus obligatoire. De nombreuses personnes vivent ensemble sans être mariées. » Deuxième situation, Bernard est français, né en France de parents français. Il vit avec Blandine, de nationalité états-unienne, depuis plusieurs années. Ils sont étudiants tous les 2. Ils se sont pacsés il y a plus d'1 an et Blandine demande un titre de vie privée et familiale. La représentante du préfet déclare qu'il ne suffit pas de fournir des documents portant la même adresse, je cite, « parce que n'importe qui peut avoir la même adresse, ça ne veut pas dire qu'on est un couple. » Elle cherche donc la preuve écrite de la conjugalité, qu'elle est prête à lire sur une quittance EDF, par exemple. Elle voudrait voir les 2 noms associés par la formule « Monsieur un tel et Madame une telle » ou encore plus fiable « Monsieur et Madame un tel ». Il est évident que si les demandeuses étaient mariées civilement, la commission, en tout ou en partie, ne douterait pas de la réalité des unions, ne demanderait pas plus de preuves. Ces 2 situations donnent lieu donc à l'énoncé d'une norme conjugale ou matrimoniale, une norme posée comme déterminante dans l'appréciation de la vie privée d'une personne sans papier. Mais du point de vue légal, l'institutionnalisation de la vie conjugale n'est pas une condition nécessaire pour l'accès au séjour. Mariage religieux, pax, union civile, vie commune, aucune de ces formes ne constitue un motif suffisant de régularisation. Chacune
est prise en compte dans un ensemble de preuves. Plus largement, alors, la question sociologique à laquelle personne ne répondra pour le moment serait la suivante. Pourquoi cette commission exigerait-elle d'une personne étrangère le respect d'une règle sociale, on pourrait dire ailleurs une tradition, qui n'est plus observée par la population française dans sa totalité, loin de là? L'intégration des personnes étrangères passerait-elle par le respect de normes qui n'en sont plus? Ici, en commission du titre de séjour et à d'autres moments au guichet du service des étrangers, l'appréciation de la vie privée montre qu'il existe ou qu'il subsiste bien une norme que l'on pourrait qualifier d'implicite jusqu'au moment où elle est activement explicitée par des personnes ayant légitimité, sinon autorité. Il s'agit bien là d'un acte de langage performé par une personne dont l'autorité est ressentie par les demandeuses, qui lui attribue d'emblée un certain pouvoir. Cependant, un membre de la commission, même représentant le préfet, ne prend pas de décision. La commission émet un avis consultatif, qui est d'ailleurs souvent favorable. De même, l'agent préfectoral au guichet examine chaque pièce du dossier et ne prend pas seul la décision d'attribution ou de refus d'attribution du titre demandé. Les procédures de régularisation se fondent d'abord sur un dispositif écrit, juridique et réglementaire, puis sur l'application de ce dispositif. Et c'est là que l'enquête ethnographique montre qu'une certaine part se joue autour d'un non-écrit soudain verbalisé, une représentation, dirait Bourdieu. Ce non-écrit, c'est parfois le sens commun, le on-dit, la rumeur, tout ça avec des guillemets, qui voudrait s'imposer, et très souvent dans le dialogue qui s'installe de part et d'autre du guichet, entre la personne sans papier et l'agent administratif, chacune des parties quitte le domaine des certitudes juridiques et, abordant la vie réelle et le registre de la comparaison, fait jaillir l'expression de représentations normées, de règles, de coutumes et de modèles sociaux. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant à travers, disons, des commentaires sur des extraits de la loi et de la réglementation, et évidemment des cas ethnographiques. Donc ces personnes sans papier sont arrivées en France sans visa ou avec des visas de court séjour, très vite périmés. La plupart a tenté sans succès d'obtenir un titre de séjour sur un motif familial, un motif de travail, un motif humanitaire en demandant l'asile, et elles se sont maintenues sans droit sur le territoire français. C'est ainsi qu'elles sont devenues sans papier. La condition sans papier, c'est-à-dire sans statut, n'est évidemment pas en elle-même prévue par la loi. L'expression n'apparaît pas dans les textes. Exceptionnellement, dans les instructions préfectorales, il est question de personnes en situation irrégulière. Et on peut les chercher sur les sites internet publics qui présentent les modalités d'accès au séjour. Vous connaissez Légifrance, et vous pouvez aussi aller sur le site de la préfecture de police, où sont d'abord listées les catégories d'entrée régulière, par exemple un conjoint ou enfant d'un ressortissant étranger bénéficiaire d'un titre de séjour qui est autorisé à rejoindre un membre de sa famille au titre du regroupement familial. Et à la fin de la liste, vous n'entrez dans aucune des catégories mentionnées. Donc c'est là qu'on trouve les sans-papiers qui sont priés de se présenter au centre de réception des étrangers et ou de contacter le service des étrangers par téléphone. Ce qu'ils font ou pas, à défaut d'être en contact avec un service social, une association, un réseau de soutien qui les aidera à constituer leur dossier. Ces personnes sans papier ne sont pas pour autant hors la loi, dans la mesure où des textes législatifs et réglementaires prévoient d'autres possibilités d'accès au séjour. Et ces outils de la régularisation
concerne donc les accès de droit et tout accès au séjour qui n'est pas de droit et qui est donc soumis à l'appréciation du préfet. Ces outils sont le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donc qu'on surnomme le Code des étrangers, la circulaire Valls, qui a été établie en 2012 et qui est toujours en vigueur, texte auquel j'ajouterai aujourd'hui le guide de réglementation du séjour et du travail des étrangers en France, guide qui est destiné aux agents préfectoraux. Et vous voyez que j'ai noté que la source du guide de réglementation, c'est le site internet du GISTI, auquel vous pouvez vous référer aussi pour le CESEDA. Le GISTI suit toute l'évolution des textes de loi et de réglementation. Grosso modo, avec ces outils, le principe est le suivant. La loi présente une possibilité, la circulaire et le guide précisent les conditions pratiques de cette possibilité. Et on va prendre plusieurs exemples. Donc, voici un extrait de la table des matières du Code des étrangers. Et vous voyez l'avant-dernière ligne, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Donc, c'est dans cette sous-section-là qu'on se situe. Et là, je reprends cette table des matières et je la simplifie pour arriver aux articles L313-11 à 313-13, alinéa 1 à 11, 3 lignes avant la fin, c'est-à-dire ce qui concerne la vie privée et familiale, et chaque catégorie va être présentée sous la forme d'un alinéa. Donc je vous montre le premier. L'article en lui-même, L313-11, commence ainsi: sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit. Puis va suivre l'énumération des différentes catégories, chaque alinéa commençant par « à l'étranger », qui est défini par son âge, sa situation familiale, la durée de sa présence, etc. Donc on s'arrête un tout petit peu sur l'alinéa 1, qui concerne les enfants et conjoints entrés par regroupement familial. Le socle, c'est pour une personne étrangère régulièrement établie en France, faire venir sa famille, conjoint et enfants mineurs, relève de ce qu'on appelle le droit au respect d'une vie privée et familiale qui est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On parle d'accéder à une vie familiale normale en application de ce droit. Et c'est particulièrement difficile. Ces 20 dernières années, les conditions légales du regroupement familial n'ont pas changé, mais d'une part, il est devenu de plus en plus difficile pour les membres de la famille d'obtenir la délivrance du visa qui leur permet d'entrer en France, et d'autre part, les pratiques préfectorales sont devenues de plus en plus restrictives. Aucun sans-papier dans mon corpus n'a obtenu le regroupement familial, les conditions de ressources et de superficie du logement étant toujours trop contraignantes. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que la famille se regroupe en dehors du cadre légal, avec ses propres moyens, et la conjointe rejoignante, c'est une femme dans la plupart des cas, devient ipso facto sans papier pour un certain temps. Depuis la mise en place de la circulaire Valls, il faut compter 5 ans de présence avant de pouvoir demander l'accès au séjour. Plusieurs autres alinéas, le 2 qui concerne les jeunes arrivés avant leur 13e anniversaire et qui, devenus majeurs, doivent donc demander leur titre de séjour, le 4 qui concerne les conjoints et conjointes étrangers et étrangères de ressortissants français, et on s'arrête à nouveau sur le 6
qui concerne les parents d'un enfant français mineur résidant en France. Contrairement à une rumeur largement partagée, un enfant né en France de parents étrangers ne facilite pas immédiatement la régularisation de ses parents, puisqu'il ne devient français qu'à ses 13 ans. Donc pour les sans-papiers du corpus, obtenir son titre de séjour sur ce motif n'est jamais la première possibilité. Par exemple, Rose, qui est marocaine, qui est mariée avec un étranger en situation régulière, elle est arrivée en France avec un visa de tourisme, mais avant 2012, avant la circulaire Valls, et donc obtenir son titre de séjour sur le motif de son statut matrimonial n'est pas possible. Les conditions d'entrée sans visa bloquent tout accès à cette carte sur ce motif. Donc Rose est finalement régularisée à titre exceptionnel au bout de 10 années de présence, et elle est donc en situation régulière depuis 5 ans, lorsque sa fille, née à Paris, acquiert la nationalité française à ses 13 ans. Et lors du rendez-vous suivant pour le renouvellement de sa carte, Rose a obtenu des cartes annuelles qui sont éventuellement renouvelables. Rose apprend que son titre de séjour est désormais renouvelé de droit sur motif familial, puisqu'elle est devenue parent d'enfant. Mais alors que ces 5 années de situation régulière allaient lui permettre d'obtenir une carte de résident, c'est-à-dire la possibilité d'une résidence de 10 ans, elle devra attendre 3 années supplémentaires. Elle ne peut pas obtenir sa carte de résident avant ces 3 ans minimum avec cette carte de séjour temporaire vie privée et familiale délivrée en qualité de parent d'enfants français. C'est-à-dire qu'elle change de file d'attente, mais qu'elle perd son ancienneté. Au guichet, on lui dit qu'elle doit attendre la majorité de sa fille pour obtenir son statut de résidente, et finalement, elle l'obtient quand sa fille a 17 ans, au bout de 2 années d'attente dans la nouvelle file, donc après 2 cartes temporaires annuelles supplémentaires. C'est ce qu'on pourrait appeler le flou réglementaire. Donc, dans cette configuration, qu'est-ce que la famille ? D'abord, un couple marié civilement, l'époux en situation régulière, l'épouse sans papier. Avant la circulaire Valls, Rose n'a aucun moyen d'être régularisée en tant qu'épouse. Que le couple devienne parent, qu'elle devienne mère, n'a aucune incidence sur sa situation administrative. Et elle obtient finalement son titre de séjour sur des critères non familiaux, pour 10 années de présence prouvée. 3 ans après la régularisation de Rose, son époux vient de renouveler sa carte de résident pour la 2e fois. Le couple demande son accession à la nationalité française. Objectivement, ils remplissent les critères. Mais une marge d'appréciation permet au ministère de l'Intérieur de refuser la naturalisation de ce couple pour la raison suivante qui est formulée par écrit, parce qu'elle a été sans papier et parce qu'il a été, pendant un certain temps, époux d'une femme sans papier. On va passer maintenant à l'alinéa 7, celui des liens personnels et familiaux. C'est l'alinéa de la plupart des sans-papiers. Donc, on a la même entrée, et puis la mention des liens personnels et familiaux que la circulaire dit apprécier notamment au regard de leur intensité, ancienneté, stabilité, et de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine. C'est ce qu'on va voir plus avant. Il s'agit donc des liens personnels et familiaux. On va les examiner dans 2 cadres d'interprétation, le guide de réglementation destiné à l'agent et la circulaire Valls. Les 2 cadres
mettent en avant les exigences posées par l'article 8 de la CEDH et qui sont interprétées dans l'application de la manière suivante. Lorsque l'administration examine une demande de délivrance de titre de séjour, et alors même que l'intéressé ne remplirait pas les conditions prévues par les textes pour l'obtenir, l'administration est tenue de s'assurer qu'un éventuel refus ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale. Droit au respect de la vie privée et familiale dont on ne sait pas vraiment jusqu'où il s'étend, jusqu'où s'étend son application, car il justifie aussi des décisions administratives qui vont séparer la famille. Par exemple, en séparant un couple, en expulsant la mère et son enfant, au motif que le lien de filiation ne sera pas rompu, alors que précisément, dans cette opération, 2 liens sont rompus par l'expulsion, le lien de conjugalité entre époux et le lien de filiation entre le père et son enfant. Donc on va commenter les critères de l'alinéa 7, d'abord avec le guide de réglementation du séjour et du travail des étrangers en France, qui pose que la vie privée et familiale est en principe limitée à la seule famille nucléaire, selon une relation maritale et ou filiale, ce qui veut dire concrètement qu'on ne prend pas en compte les collatéraux, ni les grands-parents, ni les enfants majeurs. Le guide poursuit: la relation de couple est à envisager tant au point de vue du mariage, du concubinage que du pax, étant entendu que l'un au moins des 2 membres du couple doit être en situation régulière. Donc on voit bien là que la forme conjugale n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le statut régulier de l'un sur lequel s'appuiera la régularisation de l'autre. Donc ces attaches familiales, liens filiaux ou conjugaux, doivent permettre de caractériser ce qui est appelé dans le texte un ancrage territorial durable et véritable en France. On va voir comment. D'abord, l'ancienneté de la vie familiale. La vie familiale doit être inscrite dans la durée, mais le guide de réglementation destiné aux agents de la préfecture ne mesure pas cette durée. Est également prise en considération l'ancienneté du séjour en France de la famille nucléaire, donc conjoint, concubin, parents, fratrie, sous couvert d'un titre de séjour ou non. Et donc ici, les sans-papiers doivent prouver la durée de leur présence. Donc ils sont pris en compte, mais en fait, leur participation à l'examen de la situation dépend de la preuve de leur présence. Donc on est toujours en train de passer d'un critère à l'autre, en fait. Ensuite, sur l'intensité des liens qui unissent le demandeur à sa famille établie en France, l'étranger doit apporter la preuve que l'essentiel de ses liens familiaux réside en France et non pas dans son pays d'origine. Donc, pour ce qui est de la partie liens familiaux en France, il faut produire des pièces d'identité ou de séjour des membres de sa famille installés régulièrement en France. Mais on lui demande aussi, dans un nombre important de cas, de fournir la preuve qu'il n'a pas de lien familial direct avec son pays d'origine. Donc c'est souvent ce qui prouve plus, disons, son installation en France que le fait qu'il ait des parents, de la famille en France. Donc l'étranger doit à ce moment-là produire des actes de décès. Ces actes de décès ne sont pas délivrés par les consulats des pays d'origine à Paris et il est difficile d'obtenir ces actes sans demander à un proche d'aller les chercher à la mairie du village de naissance, ce qui prouverait, à contrario, que l'on continue à entretenir encore des liens
avec son pays d'origine. Enfin, sur ce qui est appelé la stabilité de la vie familiale, la vie privée et familiale dont se prévaut l'étranger, nonobstant son ancienneté, sera considérée comme insuffisante au regard du 7e alinéa, dès lors que cette famille réside en France de façon précaire, sous autorisation provisoire de séjour par exemple, ou dépourvue de tout document de séjour. Effectivement, on tourne en rond. Il est nécessaire en principe qu'au moins un membre de cette famille proche dispose d'un titre de séjour en cours de validité ou soit de nationalité française. Ce qui signifie précisément, ces gens sont sans papier, donc leur vie familiale n'est pas stable. On va passer maintenant à la circulaire Valls. Donc, en tant que circulaire, le texte expose les conditions pratiques d'application du Code des étrangers. D'une certaine manière, c'est la circulaire qui chiffre les dispositions. Comme le guide de réglementation, la circulaire Valls définit la vie privée et familiale à travers les attaches familiales. Comme le guide de réglementation, la circulaire précise qu'une vie familiale établie en France nécessite en principe que l'un des membres du couple soit en situation régulière. Et j'insiste sur le « en principe ». Ce qui veut dire peut-être que pour qu'une vie familiale soit établie en France, il faut régulariser l'un des membres du couple, ou bien qu'une vie familiale en France est inconcevable si l'un au moins des membres du couple n'est pas déjà en situation régulière, et dans ce cas, depuis quand? Dès l'arrivée de la personne ou de la famille, ou encore que la situation régulière de l'un des membres du couple est la condition sine qua non d'une vie familiale. Ce qui signifierait effectivement que le statut juridique de l'étranger vivant en France conditionne sa vie familiale. Filiation et conjugalité, dans la circulaire Valls, sont désignés de façon à prendre en considération toutes les configurations familiales, explicitement, couple avec ou sans enfants et parents isolés, vivant ou non avec enfants. On va voir maintenant les deux possibilités de régularisation ouvertes par la circulaire Valls et qui sont toujours en vigueur. Donc, à propos des parents d'enfants scolarisés, comme précédemment, le statut parental n'ouvre aucun droit immédiat, sauf si l'un des parents français donne sa nationalité à l'enfant, le parent étranger devenant parent d'enfants français. Maintenant, avec la circulaire, la scolarisation d'au moins un enfant pendant au moins 3 ans rend possible la régularisation des parents qui doivent être, eux, présents depuis 5 ans. Maintenant, pour les conjoints d'étrangers en situation régulière, la vie en couple de 2 sans-papiers n'a jamais ouvert aucun droit. Avant la circulaire Valls, la seule possibilité de régularisation au motif des liens familiaux exigeait la preuve d'une vie commune de 5 ans avec une personne étrangère en situation régulière à la date de la demande. Maintenant, 5 ans de présence individuelle prouvée sont toujours requis, mais 18 mois de vie commune prouvée suffisent. Donc on a vu des textes de loi, de circulaires, de guides administratifs. On a abordé la façon dont ces directives se traduisent en fait dans la norme imposée sur la vie des personnes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces personnes, pour que leur vie personnelle et familiale, leur vie privée et familiale, leurs liens personnels et familiaux, leurs attaches familiales dans la conjugalité et la filiation soient évalués comme correspondant à ces directives. Ce qu'elles doivent faire, c'est accumuler des papiers. Elles sont devenues immigrées sans statut. Elles sont installées à Paris depuis plusieurs années. Elles accumulent des pièces justificatives, des preuves de présence, des documents, des papiers.
Donc en fonction d'une catégorie de régularisation, on en a vu plusieurs, tous ces papiers sont rassemblés pendant des années et sont organisés en un dossier qui va être déposé à la préfecture pour faire l'objet d'un examen de situation administrative. Brièvement, la composition du dossier. D'abord, les justificatifs d'état civil et de nationalité, donc le passeport, des extraits d'actes de naissance avec filiation ou copie intégrale d'actes de naissance, des justificatifs de situation matrimoniale, l'extrait d'actes de mariage et de situation parentale, les extraits des actes de naissance des enfants avec filiation, et à la suite de ces justificatifs, les preuves suivantes. Une adresse fixe avec un bail, des quittances, un contrat EDF et une assurance locative au nom de la personne qui demande, un travail stable, des revenus réguliers enregistrés sur un compte bancaire, en fait un livret d'épargne puisque les sans-papiers n'ont pas accès au compte courant, une assurance médicale qui est spécifique, c'est la fameuse AME, aide médicale de l'État, et des ordonnances, des résultats d'analyse, les avis d'imposition, même si le travail n'est pas déclaré, le revenu doit être déclaré, la certification d'un certain niveau en français, les certificats de scolarité de leurs enfants, les attestations de paiement pour la cantine, les carnets de vaccination, etc. Bref, et mis à part l'AME et le diplôme de langue française, des papiers qui montrent que ces personnes étrangères sans papier sont présentes depuis au moins 5 ans, pour la plupart, et qu'elles vivent normalement, comme vous et moi, qu'elles se comportent raisonnablement, ce terme ayant remplacé en 2014 l'expression « en bon père de famille » dans le Code civil. Ces papiers vont permettre à ces sans-papiers qui vivent normalement d'obtenir le papier qui leur permettra de vivre normalement, mais en règle, ce qui change tout, ou qui pourrait tout changer. C'est là tout le paradoxe. Il faut vivre normalement pendant plusieurs années, comme un citoyen ordinaire, mais dans l'irrégularité, pour obtenir le droit de vivre normalement, en situation régulière, avec des papiers. On va passer à un cas d'étude. Donc, je mets juste une illustration. Le centre de réception des étrangers rue Truffaut dans le 17e. La préfecture de police de Paris, dont vous voyez l'entrée, la partie récente sur la droite. Je ne sais pas à quel moment a été prise la photo. Normalement, il y a énormément de gens qui font la queue le long du bâtiment. Et puis, donc, le titre de séjour, carte de séjour temporaire, et vous voyez motif du séjour, donc, qui est renseigné sous l'expression vie privée et familiale. Mais le motif réel n'est jamais indiqué sur le titre de séjour. Donc, je vous parle d'une famille arménienne. L'enjeu, et partant la difficulté qui est pointée ici, c'est celui de la reconnaissance, à travers la procédure de régularisation, des liens de filiation et des liens familiaux. Je commence par évoquer le fils, Johan, qui est arrivé à Paris juste avant ses 15 ans, donc avec ses parents et sa jeune sœur, qu'on appellera Noémie. Ses parents, Salomé et Antoine, font une demande d'asile, sont déboutés, deviennent sans papier. La famille est prise en charge par le SAMU social, elle est logée en hôtel social. Les 2 enfants sont scolarisés sans problème. Johan s'oriente vers les métiers de la restauration et quand il a bientôt 18 ans, ses parents ne sont pas encore en mesure de déposer leur propre demande d'accès au séjour. Ils sont arrivés il y a moins de 5 ans. Et donc, Johan est le premier de sa famille à entamer cette procédure administrative. Je connais la famille depuis plusieurs années, en fait, depuis l'échec de leur demande d'asile. C'est Salomé, la mère, qui m'a contactée par l'intermédiaire de l'assistante sociale scolaire de sa fille,
En tant que mère sans papier, vous pouvez l'imaginer, elle assume toutes les obligations administratives concernant sa famille. Elle le fait avec obstination, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, des demandes d'aide à la mairie, à l'école, de l'inscription des enfants dans des activités culturelles et sportives. Depuis leur arrivée, les enfants et les parents fréquentent des compatriotes à l'église arménienne et ils sont également très actifs dans une association caritative catholique française. De leur point de vue, c'est une preuve de leur intégration dans la société française. Et effectivement, si l'on considère l'intégration sociale à l'aune des contacts que les personnes étrangères sans statut développent depuis leur arrivée avec des personnes de nationalité française, il est fréquent que les premiers contacts se passent avec des travailleurs sociaux, associatifs et des employés de différentes administrations. Les sans-papiers passent beaucoup de temps dans les administrations et ils en connaissent certaines arcanes beaucoup plus précisément que certains citoyens français. Le second cercle de rencontres et d'échanges se situe souvent dans le milieu scolaire, plus fréquemment pour les mères de famille que pour les pères, lesquels schématiquement connaissent mieux les milieux professionnels. Mais cette répartition des tâches et des compétences s'inverse aussi quand on observe que les familles étrangères qui travaillent au service de familles françaises en assurant le care développent souvent des relations de proximité avec des femmes françaises et ces relations leur procurent des savoirs et des savoir-faire très utiles dans les processus de socialisation plus largement. Donc, parlant d'intégration, effectivement, il faudrait en interroger précisément dans ces cas-là aussi les lieux et les conditions pratiques. Salomé veille aussi au maintien des liens avec les proches parents qui sont restés en Arménie et elle tient en quelque sorte les deux fils de la parenté entre le pays d'origine et le pays d'installation. Et maintenant, elle est très inquiète de voir son fils contraint d'entamer ses démarches avant elle et son mari, c'est-à-dire l'enfant avant ses parents. Et elle me dit, tu comprends, Johan n'est pas encore un homme, 18 ans, qu'est-ce que c'est? Rien. On vit en famille, il ne sait pas se débrouiller seul, et puis c'est pas normal qu'il demande ses papiers en premier. On est ses parents, on doit demander pour nous, et les enfants ont les mêmes papiers, des papiers pour la famille. Voilà. Nous préparons le dossier ensemble. Ayant quitté l'Arménie avant l'âge de la conscription, Johan n'a pas de passeport et ne peut pas en obtenir puisqu'il est considéré par les autorités consulaires arméniennes comme un déserteur. Il faut donc convaincre la direction du bureau préfectoral chargé des ressortissants de l'Europe, du Proche-Orient et des Amériques d'étudier sa situation. Un enfant de sans-papiers qui est arrivé en France après ses 13 ans, qui est étudiant dans un lycée professionnel, dans la procédure, comment s'opère pratiquement la coupure entre l'enfant devenu majeur et la famille. Le jeune nouvellement majeur, qui est donc obligé d'agir comme tel, obligé de demander un titre de séjour en tant que personne distincte de la famille. Mais pour autant, ce jeune n'est pas indépendant. Il vit dans sa famille, il est à la charge de ses parents, et c'est bien ce qu'il lui est demandé de prouver au guichet, en fournissant certificat d'hébergement et de prise en charge établi par ses parents, dont il est toujours l'enfant. Donc le lien de filiation et d'ascendance n'est pas totalement rompu par l'accession à la majorité. Johan n'obtient pas un titre vie privée et familiale, mais un titre étudiant qui sera renouvelé à plusieurs reprises. Ce statut lui permet de poursuivre sa formation par un apprentissage en alternance et lui permet aussi d'obtenir les certifications et les diplômes nécessaires à son plan de carrière. 2 ans après la première demande de leur fils, Antoine et Salomé déposent leur propre demande d'accès au séjour au motif de leur vie privée et familiale, liens personnels et familiaux, donc l'alinéa 7 qu'on a vu. Ils présentent les preuves de leur présence à Paris depuis 5 ans et les certificats des 3 années de scolarité de leur fille cadette, donc l'interprétation de la circulaire Valls. Et chaque fois qu'ils en ont l'opportunité, en préparant leur dossier, en présentant les dossiers à l'accueil du centre de réception des étrangers, puis au guichet de la salle Europe, Proche-Orient, Amérique, à la préfecture, ils parlent aux employés
de ce fils, de sa formation, de son succès dans son apprentissage, de ses bons rapports avec ses patrons successifs. Et ils insistent, ils voudraient tellement que le titre de séjour de Johann soit pris en considération dans leur propre dossier, que le fait que leur fils aîné soit en situation régulière compte véritablement dans l'examen de leur propre demande. Ils persistent à revendiquer que la préfecture les reconnaisse comme une famille, qu'ils aient tous la même carte. Les parents obtiennent des cartes de séjour vie privée et familiale annuelles qui seront renouvelées, tandis que Johann renouvelle sa carte étudiant chaque année. Et lorsque leur fille, entrée en France avant ses 13 ans, parviendra à sa majorité, elle obtiendra, elle aussi, une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale, selon l'alinéa 7. Donc, revenons maintenant à cette question de départ. Du point de vue de la parenté, de la famille, des normes, des pratiques, que veulent les sans-papiers? Et en face, que demande la loi, l'administration, la préfecture? D'abord, les sans-papiers veulent la représentation et la prise en compte de l'unité familiale. Cette famille exilée et immigrée de 4 personnes revendique le fait d'être considérée en tant que famille, comme une unité. Pour une large part, on pourrait dire que cette revendication comporte aussi quelque chose d'un ordre émotionnel et expérientiel. Parents et enfants ont traversé ensemble les épreuves qui les ont conduits à l'exil. Ils ont vécu l'exil ensemble et ensemble l'installation à Paris dans des conditions difficiles qui ont duré plusieurs années. Et ensuite, en matière d'intégration, en Arménie, les parents travaillaient dans le domaine culturel. Ils occupaient chacune des postes à responsabilité. À Paris, ils sont obligés de demander de l'aide. Ils sont dépendants des services sociaux. Puis Antoine devient peintre en bâtiment. Salomé s'occupe de personnes âgées. Ils font là l'expérience du déclassement social. On pourrait aussi parler de désintégration à partir de leurs conditions en Arménie. Et en fin de compte, ils situent leur intégration à la société française à travers la réussite de leurs enfants, qui ont très vite appris la langue française, qui se sont très vite intégrés à l'école et qui, ils l'espèrent, réussiront certainement de belles carrières. Et ça, c'est un schéma classique dans les affaires d'immigration, d'insertion, d'intégration et d'assimilation aussi. Et surtout, ils voient la preuve de leur intégration dans l'obtention des titres de séjour. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant le fait qu'ils ont réussi à se repérer et à agir efficacement dans la procédure administrative. En quelque sorte, ils ont réussi leur régularisation. Pour conclure, revenons au guichet et écoutons cet agent qui déclare à propos d'un demandeur, je cite, « Il est intégré, ça se voit par le dossier ». C'est là l'aspect matériel de la démonstration de l'intégration. C'est le contenu, mais aussi la bonne présentation du dossier qui provoque ce jugement de la part de l'agent préfectoral, qui désigne les papiers rassemblés pendant des années et organisés de manière à prouver l'intégration. Ces papiers sont des preuves d'intégration dans la société française. Là, on est bien sur un jugement moral au cœur de la procédure. Cependant, du point de vue juridique, le terme « intégration » renvoie à la notion d'intégration républicaine, dont on ne discutera pas ici, et dans les textes qui encadrent la procédure de régularisation, on note que c'est le terme d'insertion qui est utilisé, insertion étant mesurable, notamment par le travail et la compétence linguistique, 2 critères qu'il est possible effectivement d'évaluer au guichet. À tout bien considérer, dans l'accès au séjour des sans-papiers, dans l'obtention d'un titre de séjour temporaire, cette insertion est d'abord provisoire, précaire. Est-ce à dire alors que l'intégration sous-tendrait la reconnaissance et l'expérience d'un projet de longue durée? Je proposerai pour terminer
une approche qui développe les paroles de Salomé, qui situait la preuve de l'intégration dans l'obtention des titres de séjour. J'évoque un souvenir personnel d'une période particulière entre 2008 et 2010, où les personnes engagées dans le soutien aux sans-papiers à la permanence RESF de mon quartier étaient, pour une grande partie, quelquefois en majorité, elles-mêmes des sans-papiers, en cours de procédure de régularisation. Des demandeurs, des demandeuses qui devenaient très rapidement des aidants pour les suivants. Apprendre en constituant son propre dossier et aider les autres à constituer le leur. Expérimenter la procédure, devenir soi-même spécialiste d'un aspect au moins de la question, acquérir des compétences en droit des étrangers et en pratique de ce droit, comme une part de capital culturel au sens de Bourdieu, et partager son expérience, s'intégrer par la pratique et le partage. Merci. Je vous mets la dernière page, puisque François la réclamait tout à l'heure. Voilà. Donc, vous trouverez dans ce livre de très nombreux exemples, autres exemples que les 2 ou 3 que tu as cités. Il y en a beaucoup et qui sont longuement répertoriés, classés, analysés. Voilà.